terme propagande, propaganda, veut simplement dire propagation. Avant ça, c'était un terme qu'on utilisait uniquement pour la biologie, si je me trompe, c'est-à-dire qu'on parlait de propaganda des plantes, c'est-à-dire comment elles se retrouvaient, comment elles se retrouvaient. Et donc c'est la première fois qu'on utilise le terme propagande pour un concept qui existait bien avant, c'est-à-dire que le contrôle des croyances, c'est pas quelque chose de nouveau. Contrôler les croyances, c'est quelque chose de très important. On a tous nos croyances, on croit tous en quelque chose. Il m'arrive souvent de rencontrer des gens qui disent non, moi je crois en rien, de toute façon je suis complètement... Non, si on croit en rien, on se suicide. Si on ne pense pas que plus tard il y a de l'espoir, si on ne pense pas que plus tard il y a effectivement une solution, enfin, il faut croire, on croit tous en quelque chose. Alors après, il y a des croyances qui sont organisées, des croyances qui le sont un petit peu moins. Mais la propagande, le contrôle des croyances, va organiser justement ces croyances. Ça ne veut pas dire donc que l'Église catholique a inventé la propagande, mais ça veut dire qu'elle a beaucoup théorisé. Et moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à la propagande, il faut aussi que je vous dise que c'est vrai, avant de devenir prof, j'ai exercé plusieurs métiers, notamment c'était, je travaillais à l'ambassade de France, à Beyrouth. Au bon vieux temps, ça a été juste après la guerre civile, donc c'était le Far West absolu. Et notre métier, c'était justement de vendre la France. Donc en termes techniques, ça s'appelait la diplomatie publique, mais nous on disait qu'on faisait de la propagande, tout simplement. Et après, quand j'ai commencé à vraiment vouloir théoriser ce que j'avais fait, je me suis rendu compte qu'il fallait revenir au grand modèle. Donc je me suis intéressé d'abord à l'Église catholique, évidemment, aux nazis, et aussi aux méthodes de l'armée américaine. C'est-à-dire que ce qui m'a intéressé aussi dans la propagande, c'est de comprendre comment on pouvait être efficace pour contrôler les croyances. Parce que dire contrôler les croyances, ça paraît facile, mais ça n'est pas tant que ça, au sens où déjà il faut installer les croyances, et ensuite il faut en permanence les renforcer. Alors je me suis intéressé donc à ces trois études de cas, aussi à bien d'autres propagandes, parce que c'est quelque chose que je trouve assez passionnant, c'est un peu le problème. C'est-à-dire que j'ai repris la phrase de Nietzsche dans mon livre en disant si vous regardez longtemps dans l'abysse, à un moment l'abysse commence à vous regarder. C'est vrai que c'est un sujet qui est pour moi vraiment fascinant. Mais ce qui m'a intéressé, c'était de voir comment l'armée américaine avait complètement théorisé la propagande. Et donc je me suis procuré, par des méthodes plus ou moins douteuses à Beyrouth, un manuel de stratégie de propagande, justement, qu'on appelle publiquement d'opération psychologique. Maintenant, d'ailleurs, on dit même plus opération psychologique, on dit MISO. À l'époque, c'était un ouvrage qui est extrêmement intéressant, qui date de 1979, comme je disais. Maintenant, on peut en trouver sur Internet et les versions tronquées. Et je me suis aperçu de toutes les techniques, c'est-à-dire que ce dont elle me parlait, c'est quelque chose qui est parfaitement théorisé, notamment par l'armée américaine. Alors, je voudrais vous expliquer à peu près 8 techniques pour vous montrer un petit peu comment ça marche, et après on va essayer de voir comment ça s'applique à la période actuelle. Alors je les ai notés parce qu'il y en a à peu près 40, je ne les ai pas tout appris par cœur, mais je les ai essayé de vraiment les comprendre et de voir comment elles s'adaptaient à chaque fois à des études de cas différentes. Mais il y a quelque chose, par exemple, on retrouve toujours plus ou moins les mêmes stratégies. Dans ce manuel, il y en a par exemple une qui s'appelle Plain Folks. Alors à chaque fois je dois les traduire, c'est pour ça que j'ai besoin de notes. Moi, je l'ai traduit par l'homme de la rue. Plain Folk, c'est justement quand un leader qui veut contrôler les croyances et qui veut les installer, va prétendre parler au nom de la sagesse populaire. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, vous savez, les élites disent ça, mais moi je parle au nom des vrais gens. Moi je sais ce que pensent les vrais gens. Moi je sais ce que pensent les Français. Je sais ce que pensent les Belges. En fait, il a une espèce d'aura populaire qui est extrêmement puissante parce que tout d'un coup, il se prétend être le représentant du peuple, du bon peuple. Vous savez, la sagesse populaire, c'est qu'il y a toujours un dicton, un tiens, vaut mieux que tu l'auras, mais aussi, tout vient à point qui sait d'attendre. Donc en fait, la sagesse qui en général se contredit, il y a toujours un proverbe pour absolument tout. Et ça, c'est une technique de propagande, c'est-à-dire de se nimber d'une aura populaire qui permet justement de se donner une autorité. Et en propagande, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est très psychologique, c'est-à-dire que les trois propagandes que j'ai mentionnées, elles ne s'inspirent pas du tout de Pavlov. En général, quand on parle de propagande, on parle de Pavlov, c'est-à-dire l'espèce de réflexe qu'on peut systématiser chez un chien et aussi chez un homme. On s'est aperçu que Pavlov était un grand menteur, et on s'est aperçu aussi que Freud était beaucoup plus efficace en propagande que Pavlov. C'est-à-dire que les études de Freud, c'est quelque chose de très très intéressant, et une personnalité dont peut-être vous n'avez jamais entendu parler, peut-être, mais qui a beaucoup utilisé les études de Freud parce que c'était le neveu de Freud, c'est Édouard Bernays. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Édouard Bernays. Non, c'est peut-être pour moi l'homme le plus important du XXe siècle. Édouard Bernays, c'est justement l'homme qui a pris la propagande, qui l'a développée, qui l'a encore théorisée, notamment dans un bouquin de 1928, mais qui a été très malin parce qu'il sait que quand on dit propagande, c'est quelque chose qui a une aura extrêmement négative. Moi, je sais que quand je dis je suis spécialisé en propagande, j'ai toujours le petit réflexe des gens qui oh là, oh. C'est toujours comme si j'étais le diable. Donc Bernays, ce qu'il a fait, c'est que sachant que la propagande a une aura extrêmement négative, il a rebaptisé, dans un terme que vous connaissez tous, pour
relations publiques. Alors quand on dit relations publiques, tout de suite, c'est plus relations publiques. C'est beaucoup plus positif. Parce que relation, donc relier les gens entre eux, qui est le beau métier, est public, c'est-à-dire que tout est transparent, rien dans les mains, rien dans les poches. Relations publiques, donc c'est Bernays qui a inventé ça dans les années 20, mais il a utilisé aussi tous les principes de propagande, et comme je disais avant, on le connaît très très peu. Pourtant, ça a été l'inspirateur justement de la propagande nazie, ça a été donc l'inventeur des relations publiques, c'est aussi l'inventeur de la société de consommation, il y a beaucoup de choses, je ne pourrais pas arrêter de passer des heures sur lui. Et donc il connaissait aussi très bien les ressorts qu'on a, les boutons qu'il faut pousser pour justement nous forcer à aller dans une certaine direction et nous forcer à croire. Et donc, Freud comprend que de toute façon, on est des êtres irrationnels. On est extrêmement irrationnels. Il y a des choses complètement irrationnelles qui sont difficiles à expliquer, et c'est justement l'avènement de la psychanalyse. C'est pour ça aussi qu'en propagande, je viens de vous parler d'une technique qui s'appelle Plain Folk de la rue, mais il y en a une autre qui est exactement l'inverse, qui s'appelle Appeal to Authority. Alors là, au lieu de dire je me nimbe de l'aura populaire, c'est exactement l'inverse, c'est utiliser des autorités. Par exemple, c'est très très bien que si je me présente en disant bonjour, Étienne Auger, j'ai un doctorat, j'écris plein de bouquins, j'enseigne, etc. Tout de suite, j'aurai plus votre attention que si je dis bonjour, je m'appelle Étienne Auger, je suis né à Besançon. Parce que tout de suite, il y a l'autorité, il y a le côté blouse blanche, il y a le côté galon. C'est-à-dire que quand on a un militaire qui explique la guerre, même s'il est en train de parler de la guerre qui se passe sur Terre, et que celui c'est un amiral, tout de suite on va dire oui, non mais c'est un CIA, c'est un mystère. Donc ça c'est aussi un principe de propagande qui est complètement inverse de Plain Folk, mais au lieu de dire on représente la sagesse populaire, on va au contraire utiliser des autorités, mais qui très souvent ne sont pas du tout des autorités dans ce domaine, mais qui sont des autorités tout court. On parlait tout à l'heure justement de cette idée d'église catholique, un prêtre est un expert en tout. Le pape, c'est tout. Il a justement cette espèce de principe de, je sais plus, d'infaillibilité, je sais plus, mais le pape, c'est tout, c'est un expert en absolument tout. Les gens l'écoutent. Donc en propagande, il faut comprendre aussi que la propagande, le contrôle des croyances, utilise énormément cette irrationalité qui arrive. On viendra plus tard au principe de peur également. Par exemple, deux autres techniques que j'ai toujours trouvées fascinantes, qui se contredisent complètement, il y en a une qui s'appelle bandwagon, et j'ai appelé ça l'effet boule de neige. L'effet boule de neige, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec Barack Obama. Quand Obama a été élu, au début, je ne sais pas si vous vous souvenez de son slogan. Vous vous souvenez de son slogan? Yes, we can. Ouais, donc oui, nous pouvons le faire. Mais quoi? Oui, nous pouvons le faire. C'est tout, vous pouvez le faire. Et en fait, il a convaincu les gens, il y avait aussi de superbes posters avec marqué Hope, espoir, avec à côté de Barack Obama. En fait, ce qui s'est passé, c'est que toute la stratégie du Parti démocrate de l'époque a utilisé le bandwagon, c'est-à-dire l'effet boule de neige, qui consiste à dire que bandwagon, c'est le dernier wagon, c'est le wagon de queue. Vous êtes à la station, le train part, il reste le wagon, vous pouvez encore attraper, tout le monde est dans le wagon. Si vous ne prenez pas ce train, vous êtes tout seul. En fait, le principe, c'est de dire, voilà, si tout le monde le fait, pourquoi pas vous? Il n'y a aucune rationalité là-dedans. Tout le monde le fait, pourquoi pas vous? Peut-être parce que vous avez des croyances différentes, peut-être parce que vous n'y croyez pas, mais non. Tout le monde le fait. Si vous ne le faites pas, vous êtes un idiot, ou encore pire, vous allez être seul. Et ça, le principe de peur, on le voit en propagande. C'est-à-dire que si vous ne faites pas comme les autres, vous allez être rejeté par la meute. C'est la peur qui va s'installer. Vous serez tout seul. Vous serez dans le noir. Il y aura des créatures féroces. Vous ne pouvez pas compter sur les autres. En même temps que cet effet boule de neige, il y a une autre technique en propagande qu'on utilise qui s'appelle underdog. Et là, c'est exactement l'inverse. Ça consiste à dire aux gens, mais vous n'allez pas voter pour George Bush, le père. Parce que de toute façon, lui, il a tout, c'est l'ancien directeur de la CIA, c'est l'ancien ambassadeur ceci, c'est l'ancien vice-président de Reagan, etc. Vous n'allez pas voter pour lui, il faut voter pour celui qui a besoin de votre soutien. Et ça, cette technique, on la retrouve justement en ce qui concerne le conflit entre Israël et Palestine. Les deux côtés utilisent justement le principe de underdog, le challenger si vous préférez. C'est-à-dire que les deux se proclament être les victimes. Israël dit, nous on est complètement envahis par les mondes arabo-musulmans, etc. Donc regardez, c'est nous les petits. Et les Palestiniens disent, mais nous on n'a que des pierres pour lutter contre la grande armée israélienne. Donc ça c'est des principes en propagande. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on utilise, donc l'armée américaine dont je parle, théorise des principes qui très souvent sont complètement contradictoires. Et parce qu'on est contradictoire. Quand on parle de croyance, on est complètement contradictoire. Et un autre principe dont je voulais parler, c'est, pour revenir un petit peu à ce qu'elle disait, par exemple en temps de guerre, parce que ces principes, on peut les appliquer en temps de guerre, en tant que tel, en temps de guerre chaude, froide, tiède, etc. C'est vrai, j'aime beaucoup cette expression, mais c'est vrai que quand on sait que la propagande et les relations publiques, c'est une et même chose, on comprend mieux aussi comment ce genre de propagande peut fonctionner. Et même que j'aime beaucoup, c'est justement ce dont vous avez parlé, l'histoire de désigner un ennemi. Donc ça, c'est une technique qui s'appelle
pinpointing the enemy, donc désigner l'ennemi. Et ça, c'est intéressant parce que moi, j'ai souvent des journalistes qui m'appellent, des gens qui me disent est-ce que vous pouvez nous parler de la propagande de l'État islamique? Et ils disent jamais est-ce que vous pouvez parler de la communication de l'État islamique? Non, tout de suite, ils disent la propagande de l'État islamique. Alors je dis, vous savez, c'est intéressant parce que tout d'un coup, on a de nouveau un néo. J'appelle ça un néo, nouvel ennemi de l'Occident. Donc, on a eu plein de néo. Avant, au bon vieux temps de la guerre froide, que certains d'entre nous ont connu, c'était facile, c'était les Popov, on savait ceux qui étaient les ennemis, ils voulaient nous détruire, ils voulaient notre mort, etc. C'est quand même facile. Les choses étaient plus simples pendant la guerre froide. Et après, on a quand même ramé pour retrouver un néo. On en a essayé plusieurs. Alors, c'est vrai qu'il y a eu Milosevic un temps. On a eu plusieurs ennemis, mais à chaque fois on sentait que c'était pas vraiment ça. Et puis on a découvert le terrorisme. Et ça, c'est une invention qui est quand même assez formidable pour instiller la peur. Parce que la peur, donc l'idée de Néo, cette idée de désigner l'ennemi, ça permet aussi de faire en sorte de se sentir mieux dans nos sociétés. C'est-à-dire que si on vous dit tout ce qui vous arrive, c'est à cause de Milosevic, c'est à cause d'Hitler, c'est à cause de ceci, c'est à cause de l'État islamique, on se sent beaucoup mieux dans les sociétés en crise. On comprend que tout d'un coup, en fait, c'était pas notre faute. On est complètement déresponsabilisé. C'est-à-dire que si on vient à bout de cet ennemi, eh bien, les choses iront beaucoup mieux. Si on détruit l'État islamique, les choses iront beaucoup mieux. Les lendemains seront meilleurs. Il sera beau, comme dirait Hitler. Le printemps arrive. Et ça aussi, c'est un principe de propagande. C'est-à-dire que désigner l'ennemi, si aujourd'hui on devait vraiment désigner l'ennemi, parlons de terrorisme. Alors déjà, le terrorisme, c'est aussi un mot qui est employé un peu à tort à travers. Aujourd'hui, quasiment tout est un terroriste. C'est le dernier exemple d'Anne Morelli. On peut, si vous voulez finir un débat, vous traitez quelqu'un de terroriste, de fasciste, de pédophile, alors là c'est fini, il n'y a plus personne. Mais l'idée de terrorisme, c'est quelque chose d'intéressant parce que tout d'un coup, c'est le nouvel ennemi à abattre, et en même temps, c'est un ennemi aux multiples visages. Mais l'ennemi, est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'État islamique? Qu'est-ce qui nous fait penser que c'est l'État islamique? Moi, je parle avec mes étudiants, je leur demande, qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Qu'est-ce qui, à votre avis, va vous tuer? Et maintenant, c'est vrai qu'ils répondent tous l'État islamique. Donc là, je suis obligé un peu de ressortir mes feuilles et de vous dire, mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, le groupe terroriste qui commet le plus d'attentats, qui tue le plus de gens, c'est pas l'État islamique. Ça n'est pas l'État islamique. Est-ce que vous savez qui c'est? Boko Haram. Dans la salle, c'est Boko Haram. C'est Boko Haram. Et ça, je vous parle de chiffres que j'ai vérifiés, que j'ai regardés. C'est Boko Haram. Aujourd'hui, on n'en parle plus parce que Boko Haram donc, a enlevé ces jeunes filles il y a quelques temps. Il y avait des hashtags sur Twitter, etc. Tout le monde s'en fait vachement solidaire, y compris la première dame des États-Unis. Depuis Boko Haram, plus rien. C'est Boko Haram aujourd'hui qui, si on parle vraiment de menace numéro 1, devrait venir dans la tête des gens. Mais vous savez très bien, vous savez aussi bien que moi, que c'est pas Boko Haram. L'ennemi de Néo, c'est l'État islamique. Attention, moi je dis État islamique, je dis pas Daesh. Je dis pas Daesh parce que mon ministre des Affaires étrangères, puisque techniquement je suis encore français, nous a dit justement de dire Daesh. Donc moi je ne vais pas dire Daesh. Pourquoi il dit de dire Daesh? Parce que justement le but c'est ça, c'est pinpoint l'ennemi, c'est de désigner l'ennemi et surtout de le diaboliser. Donc c'est vrai, à chaque fois qu'on a un conflit, l'ennemi mange des enfants, l'ennemi est méchant, on le démonise. Le but c'est vraiment de le démoniser. Le problème c'est que quand on parle de terrorisme, comme on n'est jamais complètement d'accord sur la définition du terrorisme, parfois c'est relativement compliqué justement de comprendre ce qu'il faut faire pour abattre l'ennemi, parce qu'en général il ne faut surtout pas l'écouter. Alors, je crois qu'Anne a utilisé Tar al-Islam, moi j'ai surtout regardé Dabiq, et Dabiq c'est vrai que c'est assez intéressant parce que, bon ils n'ont peut-être pas les mots croisés, mais presque au sens où c'est vraiment un magazine, quand on le lit, bon il y a quand même un vocabulaire, c'est le combat des croisés contre nous, les lions, voilà, les lions du califat, etc. Mais c'est quand même toujours intéressant d'écouter ce que disent les autres. Et aussi de comprendre qu'au final, ce sont des humains comme nous. Simplement, une fois de plus, ils n'ont pas la même croyance. Je ne suis pas en train de défendre l'État islamique, vous en doutez. Ce n'est pas du tout mon propos, c'est quelque chose qui m'inquiète énormément. Mais ce qui m'inquiète encore plus, c'est de voir justement la réaction que mon pays a eue, la France, qui a été effectivement meurtrie par un attentat. Et vous avez vu que le lendemain, notre chef de guerre, François Hollande, qui ressemble effectivement beaucoup à un chef de guerre, a décidé d'intensifier les attaques. Ça, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup parce qu'il y a une chose par rapport à la propagande, c'est qu'on parle beaucoup de la propagande de l'État islamique. Et une fois de plus, donc, les journalistes me disent, parlez-nous de la propagande de l'État islamique. Et moi, je leur dis, ce qui m'intéresse aussi, c'est de parler de l'autre propagande, c'est-à-dire de la façon dont on va utiliser la peur, dont on va utiliser l'ennemi, pour justement nous convaincre, nous faire croire que c'est la nouvelle menace, le nouveau néo, quelque chose qui mérite qu'on s'unisse pour aller défoncer du terrorisme. Et ça, je trouve ça intéressant parce que, comme je vous disais, moi je n'utilise pas Daesh, je dis l'État islamique, c'est comme ça qu'il s'appelle, je l'ai appelé comme ça. Daesh en plus est utilisé par les Iraniens, parce que pour justement dire, voilà, nous on refuse de les appeler comme ils veulent, on va leur donner un surnom. Et
ça aussi, c'est une stratégie de propagande. Ça, c'est une technique de propagande qui s'appelle name calling. Name calling, c'est justement associer l'adversaire, enfin renommer l'adversaire, et en le renommant, on va justement le définir. Alors, elle a montré tous les exemples qu'il fallait, c'est-à-dire que Hitler, par exemple, en Europe, ça marche très bien. Quand on dit Hitler, on sait très bien que c'est extrêmement négatif. Donc en 1956, Nasser, c'était le nouvel Hitler. Milosevic, on l'appelait aussi le nouvel Hitler. Ensuite, ça a été Saddam Hussein, le nouvel Hitler. Et à chaque fois, Hitler, ça marche. Attention, ça marche ici, parce que moi, quand j'habitais au Liban, si je disais c'est le Hitler 2, les gens ne comprenaient pas Hitler, je vais pas dire que c'était aussi le propre. Il fallait que je dise c'est le Ariel Sharon, voilà, ça marchait beaucoup mieux. Et c'est aussi une stratégie de propagande, c'est-à-dire que utiliser les termes qu'on nous impose, parce que Fabius a dit, moi je ne l'appelle pas l'État islamique, je l'appelle les égorgeurs de Daesh. C'est toujours très grandiloquent, je ne suis pas les appeler les égorgeurs de Daesh. L'idée c'est justement de comprendre ce qui les motive, de comprendre leur propagande, de voir comment ils fonctionnent, pour justement ne pas répondre à une propagande par une contre-propagande. Mais ça, c'est encore une technique, comme je disais, le name calling. Donc, utiliser un sobriquet ou utiliser justement une définition pour bien montrer qu'on refuse de nommer l'adversaire parce qu'on le refuse qu'il soit humain, c'est aussi une technique de propagande. Alors, il y en a une autre que j'aime énormément parce que pourquoi les Français partent en guerre? Déjà, pourquoi les Français partent en guerre, c'est quand même pas très compliqué. Au sens où on a une image, je sais qu'en Belgique on nous perçoit peut-être de façon différente, mais c'est vrai que dans le monde, je suis toujours très intéressé de voir que, quand je parle à des diplomates, des journalistes, l'image de la France, c'est le bon vin, la bonne bouffe, la Dolce Vita, etc. C'est très positif. La France, on est impliqué en ce moment dans 16 conflits. Je crois qu'on a un record, très très fort. La France, on est un pays guerrier. Moi-même, j'ai servi dans l'armée, je suis un officier de réserve. Et c'est quelque chose qui, dans ma famille, est relativement normal. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas posé la question, on a fait l'armée, c'est comme ça, c'est quelque chose qu'on estime devoir aller. On est une nation de guerriers. Et donc lancer les Français en guerre, c'est pas quelque chose de très compliqué. Mais pour les lancer en guerre, c'est vrai que ça, c'est encore une question de propagande. On ne va pas dire, allez, on va bombarder des femmes et des enfants, comme ça, peut-être qu'avec un peu de bol, on va tuer les terroristes. On utilise une technique qui s'appelle virtue words. Alors là, je l'ai traduit par les mots magiques. Les mots magiques, c'est des mots qu'on emploie en propagande, mais aussi en politique. Alors je vais vous en donner quelques-uns, vous allez comprendre. Démocratie, indépendance, liberté. Ça, c'est des mots qui justement fleurent parce que tout le monde est d'accord. Au Moyen-Orient, par exemple, le mot paix, c'est aussi un mot magique. Le mot paix, j'ai jamais rencontré, j'ai parlé avec des Israéliens, des gens du Hezbollah, avec des Syriens, etc. J'en ai jamais rencontré un qui était pour la guerre. Tout le monde est pour la paix. C'est incroyable. Tout le monde est pour la paix au Moyen-Orient. Tous les Palestiniens sont pour la paix. Comment? Ben oui. Parce que la paix pour le Hezbollah, c'est pas la paix pour Israël. C'est pas du tout la même chose. Pourtant, ils emploient le même terme. Ils emploient le même terme. Évidemment, derrière le terme, on peut mettre beaucoup de choses. Derrière le terme démocratie, on peut mettre beaucoup de choses. La démocratie suisse, la démocratie américaine, la démocratie nord-coréenne. Bon, d'accord. Donc ça, c'est aussi une technique de propagande. Et on l'a vu quand je vous disais que François Hollande s'est transformé en chef de guerre. Tout d'un coup, je ne sais pas si vous suivez un petit peu les actualités en France, mais boum, il a pris 20 points dans les sondages. Tout d'un coup. Parce qu'il lance une guerre. Vous imaginez à quel point on peut parfois se sentir inconfortable, justement, dans une situation comme ça. Il devient chef de guerre, il nous promet qu'on va avoir une bonne guerre sanglante, il prend 20%, il prend 20 points dans les sondages. C'est quand même quelque chose de terrible. Mais il a employé justement cette technique de propagande. C'est-à-dire qu'il a utilisé des mots magiques. Il a dit voilà, on ne va pas aller tuer les égorgeurs de Daesh, on va dire on va se battre pour la liberté, on va se battre pour ceux qui nous oppressent, on va se battre pour... Et quand on regarde l'État islamique aussi, c'est très intéressant de voir comment historiquement l'État islamique est devenu le héros. Et ça aussi, c'est une question de mots magiques. Et les mots magiques, en général, ils marchent très très bien quand ils font partie d'une histoire. Vous savez, les historiens, je ne sais pas si Anne-Marie sera d'accord avec moi, mais c'est des gens qui aiment les histoires. C'est la fascination, parce qu'on peut faire tellement de choses avec l'histoire, y compris, on peut créer des croyances. C'est comme ça qu'on crée des croyances. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est très très jeune, et elle a un enfant, mais elle n'a jamais fait l'amour. Et en fait, cet enfant, c'est le fils de Dieu. Bon, ça, c'est la chrétienté. Et c'est une histoire, c'est une croyance. Alors après, on y croit, on n'y croit pas, ça c'est autre chose, mais la propagande, c'est ça. C'est justement de développer des histoires et de développer des croyances. Donc l'État islamique, c'est intéressant parce que l'État islamique est là depuis quand même assez longtemps. Ça fait longtemps que l'État islamique est là. Alors il est composé, c'est très hétéroclite. Il y a des anciens de l'armée de Saddam qui ont été foutus dehors par les Américains. Il y a des vrais djihadistes. Il y a, je crois, beaucoup de Belges, c'est ça ce que j'ai compris. Il y a pas mal de Français. C'est assez hétéroclite. Ça rappelle un petit peu justement la guerre en ex-Yougoslavie, qui était aussi extrêmement hétéroclite. Il y avait un peu tout le monde qui se battait pour un idéal, pour une cause, pour une croyance.
Et donc je me suis demandé comment se fait-il qu'aujourd'hui on arrive à parler de l'État islamique comme du néo, comme du nouvel ennemi d'Occident. En fait, on en parle à partir du moment où on a une histoire. On a justement quelque chose qui fait sens. Parce qu'une fois de plus, dire voilà, l'État islamique c'est l'ennemi, etc., bon, ça ne vient pas comme ça, il faut aussi convaincre les gens, il faut qu'on ait une bonne histoire. Et en fait, on a commencé à vraiment considérer que c'était une menace à partir du moment où on a su trouver un narratif. Et évidemment, ils nous ont bien aidés. Ils nous ont bien aidés au sens où, quand ils ont commencé à décapiter des journalistes, on a dit, ça y est, on a notre histoire, c'est des barbares. Et depuis, si vous regardez comment on parle justement de l'État islamique, c'est toujours cette histoire de nous, la civilisation, contre les barbares. Parce que nous, on se bat pour la démocratie, on se bat pour l'indépendance, on se bat pour la paix. Eux, ils ne respectent pas les journalistes. Bon, nous non plus, on ne les respecte pas tellement, au moins on leur coupe pas la tête. Et surtout, souvenez-vous de ce qui s'est passé, vraiment le point d'orgue, on va dire, c'est pas le livre. Parce que tout d'un coup, donc, on imaginait très bien la scène, ça aurait fait un magnifique film hollywoodien, tout d'un coup on imagine les hordes sanguinaires, sans visage de l'État islamique qui s'approchent de Palmyre. Mon Dieu, est-ce qu'ils vont toucher à cette ville 5 fois millénaire? Est-ce qu'ils vont la respecter? Bien sûr que non, ce sont des barbares, ils ne peuvent que la violer. C'est ce que font les barbares. On a toujours fait ça, c'est ce qu'Anne Morelli explique avant, c'est-à-dire qu'on démonise l'ennemi. C'est impossible qu'il ait les valeurs. Il est absolument impossible que les gens de l'État islamique aiment la musique ou quoi que ce soit. D'ailleurs, on a des preuves. Quelles preuves? Et là, on a le film Tombouctou. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais voilà. Le film Timbuktu nous montre bien, voilà, que ces gens ne supportent pas la musique, etc., etc. Timbuktu, c'est un film de fiction. Mais aujourd'hui, c'est quasiment appliqué comme une espèce de preuve pour montrer l'inhumanité de ces gens-là qui n'ont absolument, bon, déjà, qui n'ont aucun goût, surtout qui ne respectent pas la civilisation. Donc quand ils massacraient des gens, on se disait, bon, vous savez, le Moyen-Orient, c'est comme avant, on disait en histoire, là-bas, il y a des dragons, il y a des tigres. Vous savez, quand les moines dressaient les cartes au Moyen-Âge du monde, quand ils ne savaient pas trop, ils disaient, c'est sûrement dangereux, il ne faut pas y aller, il doit y avoir des dragons. Voilà. Le Moyen-Orient, c'est vrai qu'on a tendance à le voir un peu comme ça. Le Moyen-Orient, c'est des tapis volants, juste comme ça, mais c'est dangereux. Il y avait sûrement des tigres et des chameaux qui vont mourir. Donc quand ils massacraient les gens, on disait, bah oui, mais ils massacrent les gens, c'est normal, en Irak, ils massacrent les gens, c'est ce que font ces gens-là. J'adore cette expression, ces gens-là. Donc on n'arrivait pas vraiment à s'émouvoir de ce qui se passait. Et vraiment, quand il y a eu donc les décapitations, et surtout Palmyre, tout d'un coup, Palmyre, c'est vraiment le point d'orgue. Si vous regardez dans les médias ce qui s'est passé, c'est vraiment le point d'orgue. C'est-à-dire que ça a ouvert une avenue pour faire en sorte que l'attention justement des bons citoyens de France, de Navarre, de Belgique, des Pays-Bas, etc., commencent à comprendre que ça y est, on a trouvé notre ennemi. Il est parfait, il est barbare, il est très différent de nous, il est absolument sanguinaire, on ne veut pas discuter avec lui, on a des preuves parce qu'il y a David, il y a Dar al-Islam, etc. Donc on a des preuves et on les montre. Mais une fois de plus, je vous dis que tous les journalistes qui nous parlent commencent toujours en disant la propagande de l'État islamique.